Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et mon petit nid douillet se situe à une 50aine de minutes de Montréal. Chaque matin, rituel immuable. Ma machine à espresso crache son or noir, je jette un œil aux prévisions météo, puis je descends à mon bureau, à peine un pâté de maison de chez moi. Je suis la cofondatrice d'une start-up dans la biotechnologie de la santé, et croyez-moi, expliquer ce que je fais relève parfois du défi, surtout pour ceux qui imaginent qu'un job de bureau se résume à pianoter des chiffres toute la journée. Ma famille? Ils n'ont jamais vraiment saisi la nature de mon travail. Ou peut-être qu'ils n'ont jamais pris la peine. À leurs yeux, j'ai toujours été la petite sœur excentrique, celle qui privilégiait la discrétion vestimentaire, qui se passait volontiers de maquillage et qui était constamment plongée dans son ordinateur portable ou absorbée par des réunions. Ma sœur aînée, Aurélie, c'est leur enfant chéri. 3 ans de plus que moi, et elle a toujours incarné leur idéal de perfection. Ravissante, élégante, la voix douce et un charme absolument magnétique. Même sur les photos de famille, j'étais pratiquement invisible, éclipsée par la lumière qu'irradiait Aurélie. Lors des réunions familiales, que ce soit à Noël ou pour le jour de l'an, les compliments fusaient à son égard. Aurélie, cette robe te va à merveille. Ou encore, Aurélie, ton nouveau copain est médecin? C'est formidable. Et moi? Si tant est qu'on se souvienne de ma présence, c'était invariablement. Camille? Ah oui, elle fait quelque chose dans la bio. C'était comme si j'étais une note de bas de page à la toute fin du chapitre. J'ai longtemps cru que si je travaillais suffisamment dur, si je restais en retrait et assumais toutes les responsabilités en silence, un jour mes parents finiraient par me voir et seraient fiers de moi, comme ils l'étaient d'Aurélie. Mais non. Toutes les louanges, toutes les attentes, tous les tu es incroyable, étaient réservés à Aurélie. Et moi? J'étais toujours celle qui était à distance, celle qu'on n'approchait pas, la dure à cuire. Ils n'ont jamais su que j'ai passé des nuits blanches au bureau, à gérer un projet de santé publique colossal de près de 2 millions de dollars. Ils n'ont jamais pris la peine de me demander ce que ça faisait de bâtir une entreprise à partir de rien avec 3 amis de l'université. Maintenant, quand on me pose des questions sur ma famille, je me contente d'un sourire forcé et je dis « On ne se parle pas beaucoup ces derniers temps. » Ce n'est rien. Non pas que j'essaie de cacher quoi que ce soit, mais parce qu'il n'y a juste plus rien à dire. Voilà maintenant plus de 2 ans. Pas de texto, pas d'appel, pas de vœux pour mon anniversaire, juste un silence radio complet, comme une ligne téléphonique coupée que personne n'a pris la peine de réparer. J'ai toujours pensé que la famille était le seul endroit où l'on pouvait toujours revenir. Mais cette idée a volé en éclats un jour, pour l'anniversaire de ma mère. C'était fin mars. Je venais de boucler un tour de financement exceptionnel avec de gros investisseurs new-yorkais. J'avais prévu de prendre 3 jours de congé et de rentrer plus tôt pour aider mes parents à préparer l'anniversaire de maman, comme je le faisais toujours. Rien d'extravagant, juste la routine habituelle d'aide. Quand j'ai appelé pour les prévenir de mon arrivée, c'est mon père qui a répondu. « Salut, je prévois de rentrer plus tôt. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu veux que je prenne ou que je prépare. » Ai-je dit. J'entends encore sa voix. Pas en colère, juste bizarre. Un court silence, puis il s'est raclé la gorge. « Camille, si tu peux, peut-être ne rentre pas cette année. » J'ai figé une seconde, pensant peut-être qu'il craignait que je sois débordée par le travail. « C'est bon, papa. J'ai déjà libéré mon emploi du temps. J'ai vraiment envie d'être là. » Cette fois, sa voix était ferme. Aurélie amène son nouveau copain. Un directeur financier. Beau parleur, visiblement quelqu'un qui a réussi. Ton travail. Enfin, c'est difficile à expliquer. Ta présence ne ferait qu'inviter les comparaisons et mettrait tout le monde mal à l'aise. Alors il vaut mieux que tu restes là-bas. Je suis devenue complètement insensible. Ma poitrine s'est serrée, et une sensation glaciale a commencé à me parcourir l'échine. J'ai serré mon téléphone et j'ai dit, entre mes dents serrées, « Tu es en train de me dire que je fais mauvaise figure à la famille? Que je ne devrais pas rentrer parce que je suis une gêne? » Il n'a pas reculé. En fait, il a enfoncé le clou. « Si tu insistes pour venir, alors ne m'appelle plus jamais ton père. » Puis il a raccroché. Sans hésitation. Sans remords. Mon appartement est devenu mortellement silencieux. La tasse d'espresso que je tenais était devenue glaciale. Je suis restée là, à fixer le vide, comme si le monde venait de se fissurer sous l'effet de ces mots. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise. Et pour la première fois, ça m'a frappée. Je ne faisais plus partie de la famille que j'avais tellement essayé de maintenir unie. Je suis restée assise dans mon fauteuil habituel près de la fenêtre, la lumière du début du printemps traversant les rideaux blancs, mais elle ne parvenait même pas à toucher le froid qui m'habitait. Les mots de mon père résonnaient dans mes oreilles, clairs comme le cristal et définitifs comme la mort. « Si tu insistes pour venir, alors ne m'appelle plus jamais ton père. » J'ai baissé les yeux sur mes mains.
Mes doigts tremblaient, non pas de colère, mais de quelque chose de bien plus profond. C'était comme si j'avais enfin atteint mon point de rupture. J'avais toujours pensé, même si je ne serais jamais aimée comme Aurélie, qu'au moins j'étais toujours leur fille. Il s'avère que non. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à mon bureau. Sans même hésiter, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée à mon application bancaire. Pendant plus de 2 ans, j'avais envoyé de l'argent à mes parents tous les mois, couvrant leurs factures d'électricité, d'eau, d'internet, même le câble, près de 6 000 $ par mois. Et cela sans compter l'argent supplémentaire que j'envoyais quand maman disait que le frigo était en panne ou que la voiture de papa avait besoin de réparation. Ils ne m'ont jamais demandé si je pouvais me le permettre. Ils disaient juste: Aurélie traverse une période difficile après avoir changé de travail. Si tu pouvais aider, ce serait formidable. Et je le faisais. Silencieusement. Comme si c'était mon foutu devoir. Comme si cette responsabilité était un contrat invisible que j'avais signé à la seconde où j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai affiché l'historique des transactions et je l'ai fait défiler. Le total général est apparu, 157 200 $. Mon cœur s'est serré. Non pas parce que je le regrettais, mais parce que même après tout ça, je n'étais toujours pas assez. J'ai survolé chaque facture avec ma souris, électricité, eau, internet. Clic, point puis un autre. Des notifications sont apparues. Paiement automatique annulé avec succès. Pas d'alarme, pas d'avertissement, juste un silence de mort. Tout comme ma présence avait toujours été perçue dans ma famille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas parce que j'étais furieuse, mais parce que je n'arrêtais pas de repasser tout dans ma tête, ce que papa avait dit, comment toute ma famille était prête à me mettre de côté juste pour impressionner le nouveau copain d'Aurélie, un type que je n'avais même jamais rencontré. J'avais été comparée toute ma putain de vie. Mais c'était la première fois que j'étais rejetée publiquement. Comme si mon existence même était un foutu inconvénient. L'anniversaire de maman est arrivé vite. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de carte. Je n'ai rien posté en ligne. Pas par dépit, mais parce que je ne pouvais juste plus faire semblant. À exactement 17 heures, alors que j'étais assise sur mon balcon, en sirotant une tisane à la menthe poivrée, mon téléphone a vibré. C'était maman. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes, puis je l'ai laissé s'éteindre. Un texto est arrivé juste après. Camille, pourquoi il n'y a plus de courant? Tu peux vérifier pour nous? J'ai posé ma tisane et j'ai ouvert le texto suivant de papa. Plus d'eau, plus d'internet. Appelle les fournisseurs. Ta mère panique. Je suis restée assise en silence, les yeux rivés sur les arbres à l'arrière. Pas de colère, pas de douleur, juste un calme étrange. Ils n'ont pas demandé « Ça va ?» Pas un mot sur cet appel téléphonique. Ils voulaient juste que je fasse ce que j'avais toujours fait, nettoyer leurs dégâts. Puis est arrivé un texto d'Aurélie. Internet ne marche plus. Les invités arrivent, et maman est pratiquement en larmes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé. Il y a 3 semaines, papa m'a dit que si j'insistais pour rentrer, je ne devrais plus l'appeler mon père. Je fais juste ce qu'il a demandé. Si ça vous dérange, trouvez peut-être quelqu'un que vous n'avez pas honte de présenter. Je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai supprimé. Non pas parce que je le regrettais, mais parce que je savais que quoi que je dise, il n'entendrait que ce qu'il voulait entendre. J'ai posé mon téléphone, je me suis appuyée en arrière sur ma chaise et j'ai fermé les yeux. Mon petit appartement était calme et silencieux. Pas de plainte, pas de regard critique, pas d'exigence. Le lendemain, Aurélie a laissé un message vocal. Maman pleure depuis hier soir. Tu sais au moins à quel point hier était important? Mon copain rencontrait la famille pour la première fois, et tout a été gâché. Tu es tellement égoïste. J'ai écouté tout le message, puis j'ai éteint mon téléphone. Pendant des années, je n'avais pas été assez égoïste. Maintenant, il était temps. J'ai ouvert mon courriel professionnel et j'ai consulté le rapport des opérations du week-end. Une ligne d'objets a sauté aux yeux. Mutation du personnel du New Jersey à Montréal, en attente d'approbation. J'ai ouvert la liste jointe, j'ai parcouru les noms, puis j'ai figé. Antoine Leclerc. Ce nom me disait quelque chose. Je m'en souvenais parce qu'il y a à peine 3 jours, ma mère l'avait mentionné. Le copain d'Aurélie, Antoine, travaille dans une grande entreprise. J'ai plissé les yeux sur le fichier. Poste actuel, directeur financier, succursale du New Jersey, mutation au siège de Montréal. Approbateur, Camille Dubois, cofondatrice. J'ai laissé échapper un petit rire, juste un réflexe. Le monde était bien plus petit que je ne le pensais. Et je savais que ce qui allait arriver ne faisait que commencer. Je suis restée immobile devant mon ordinateur portable, la main posée sur la souris, la poitrine vide, comme si quelqu'un m'avait arraché un morceau auquel je m'étais accrochée depuis bien trop longtemps.
Près de 160 000 $. Chaque centime payé par mois après mois, sans rappel, sans retard. Et pourtant, pas une seule fois il n'avait dit « merci ». Pas une seule fois. J'ai fait défiler la liste des paiements, les mêmes lignes se répétant. 1924,80 $ mon électricité, 136,72 $ mon eau, 248,50 $ mon internet et mon câble. Mois après mois, comme si j'étais leur comptable familial non rémunéré, invisible, ignoré, oublié. Je me suis souvenu du dernier appel téléphonique avec ma mère, il y a environ 1 an, quand elle a appelé vers minuit juste pour dire « Camille, la canalisation de la salle de bain a éclaté. Tu peux appeler quelqu'un ? Aurélie est en vacances avec son copain. Tu es la seule qui reste. Tu es la seule qui reste. » Ça sonnait anodin, mais c'était une amère vérité. Je n'étais pas aimée comme une fille. J'étais juste la solution quand ceux qu'ils aimaient vraiment n'étaient pas là. Et maintenant, se faire dire de ne pas rentrer parce que ma présence ne faisait pas bonne figure. J'ai enfin compris. Toutes ces années, rien de ce que j'ai fait n'a jamais été reçu avec amour. On ne se souvenait de moi que quand il fallait payer une facture ou régler un problème. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, personne n'était là. Mon téléphone s'est rallumé. Un texto de maman. « Camille, je sais que les choses ont été un peu tendues hier, mais si tu pouvais t'occuper de la facture d'Internet, ce serait super. Aurélie essaie de calmer tout le monde avec les invités. » J'ai regardé le message comme s'il venait d'une étrangère. Pas d'excuses, pas de mention du rejet minable de papa. Juste une autre demande, comme toujours. J'ai posé le téléphone sans répondre. Je suis sortie sur le porche et me suis installée dans la chaise en bois sous le soleil d'avril qui s'estompait. Montréal n'était pas encore chaude, mais l'air vif m'a en quelque sorte éclairci l'esprit. J'ai commencé à penser à Antoine, le nouveau copain d'Aurélie et maintenant mon nouvel employé. L'ironie de tout ça. Ma famille m'a exclu de l'anniversaire de maman à cause de lui, et il allait me rendre des comptes directement. Si la vie était une sitcom, ce serait la blague du siècle. Je suis retournée à mon bureau et j'ai ouvert le courriel. L'objet criait presque « Confirmation de nouvelle embauche, mutation d'Antoine Leclerc au bureau de Montréal ». J'ai cliqué sur son profil. Tout correspondait, âge, expérience, diplôme, un CV impeccable, exactement le type d'Aurélie. Éduqué, établi, charmant, sur papier. J'ai jeté un coup d'œil à la photo jointe. Quelque chose a fait tilt. Puis je me suis souvenu que nous nous étions brièvement croisés lors d'une conférence il y a environ 6 mois. Il m'avait serré la main et m'avait poliment appelée cofondatrice du bois, mais aucun de nous n'avait fait le lien. Ou plutôt, je n'en avais jamais rien eu à foutre d'Aurélie au point de savoir qui était le type à côté d'elle. Maintenant, j'avais le choix, approuver le transfert ou le bloquer. Mais je savais que je n'avais rien à faire. La vie avait déjà écrit le putain de scénario parfait. Je n'avais qu'à me détendre et à voir ce qui se passerait quand Aurélie découvrirait que son copain rapportait à la sœur qui embarrassait toute la putain de famille. Le lendemain, Antoine s'est présenté au bureau. Il est entré dans mon bureau avec un dossier, l'air un peu tendu. Quand j'ai levé les yeux, les siens se sont posés sur moi, puis se sont écarquillés de surprise. « Camille ?» a-t-il demandé, presque en chuchotant. Je lui ai adressé un léger sourire, totalement calme et posé. « Bienvenue chez Pacifique Génomique. Je vais examiner l'ensemble du plan financier de ce trimestre. J'ai hâte de travailler avec vous, Antoine. » Antoine a figé. Son visage est devenu rouge, puis pâle. Personne dans ma famille n'avait la moindre idée que j'avais cofondé cette entreprise. Ils avaient juste supposé que j'étais une simple gratte-papier de bas niveau. Je n'ai pas dit un mot de plus, j'ai juste fait glisser le contrat vers lui. Antoine l'a pris et a quitté la pièce en silence. Je me suis appuyée en arrière sur ma chaise. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas triste. J'avais juste l'impression que les rôles étaient enfin inversés. Et cette fois, je n'avais rien à dire. Mes doigts tremblaient, non pas de colère, mais d'une affliction bien plus profonde. C'était comme si, enfin, j'atteignais un point de non-retour. J'avais toujours nourri l'espoir, même illusoire, de ne jamais être aimée à l'égal d'Aurélie, mais au moins de rester leur fille. La réalité, brutale, me prouvait le contraire. Je me suis levée et me suis dirigée vers mon bureau. Sans la moindre hésitation, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connectée à l'application de ma banque. Durant plus de 2 années, j'avais transféré de l'argent à mes parents chaque mois, réglant leurs factures d'électricité, d'eau, d'internet, même leur abonnement au câble, près de 6 000 $ mensuels, sans compter les sommes supplémentaires que je leur envoyais lorsque maman signalait une panne de réfrigérateur ou que la voiture de papa nécessitait des réparations. Jamais il ne s'était enquis de ma capacité financière. Il se contentait de dire « Aurélie traverse une période délicate après son changement de poste. Si tu pouvais l'aider,
Ce serait formidable. Et je m'exécutais. Discrètement. Comme si c'était mon satané devoir. Comme si cette responsabilité était un contrat tacite signé à l'instant même où mes revenus avaient commencé à affluer. J'ai consulté l'historique des transactions et les fait défiler. Le montant total s'est affiché, 157 200 $. Mon cœur s'est serré. Non pas par regret, mais parce que, malgré tout cela, je n'avais jamais été suffisante. J'ai survolé chaque ligne de dépense avec le curseur électricité, eau, Internet. Clic, puis un autre. Des notifications sont apparues. Paiement automatique annulé avec succès. Aucune alerte, aucun avertissement, juste un silence de mort. À l'image de la place que j'avais toujours occupée au sein de ma famille. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Non pas rongé par la fureur, mais obsédé par le monologue incessant des souvenirs, les paroles assassines de papa, la promptitude de ma famille à me sacrifier sur l'autel de l'impression que devait faire Antoine, le fiancé d'Aurélie, un homme que je n'avais même jamais croisé. Toute ma vie n'avait été qu'une litanie de comparaisons. Mais cette fois, c'était un rejet public, une exclusion pure et simple. Comme si mon existence même était une maudite nuisance. L'anniversaire de maman a pointé son nez sans crier gare. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de carte. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Non par vindicte, mais parce que le simulacre m'était devenu insupportable. À 17h précises, assise sur mon balcon, une infusion de menthe poivrée à la main, mon téléphone a vibré. C'était maman. J'ai contemplé l'écran quelques secondes, puis l'ai laissé s'éteindre. Un message texte a suivi. « Camille, il n'y a plus de courant ? Tu peux vérifier pour nous ?» J'ai reposé ma tasse et ouvert le message suivant, signé papa. Plus d'eau, plus d'internet. Appelle les fournisseurs. Ta mère est en panique. Je suis restée assise, immobile, les yeux rivés sur les arbres au fond de la cour. Aucune colère, aucune douleur, juste un calme spectral. Il n'avait pas demandé « Ça va ?» Pas un mot sur cet appel qui avait brisé quelque chose d'essentiel. Il voulait juste que je reprenne mon rôle habituel, celui de réparatrice de leurs désagréments. Puis Aurélie a envoyé un texto. Internet ne fonctionne plus. Les invités arrivent, et maman est au bord de la crise de nerfs. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai saisi mon téléphone et tapé. Il y a 3 semaines, papa m'a dit que si j'insistais pour venir, je ne devrais plus l'appeler mon père. Je ne fais qu'obéir à sa requête. Si cela vous incommode, trouvez peut-être quelqu'un que vous n'avez pas honte de présenter. Je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai effacé. Non par regret, mais parce que je savais pertinemment que, quoi que je dise, il n'entendrait que ce qu'il voulait bien entendre. J'ai reposé mon téléphone, me suis adossée à ma chaise et ai fermé les yeux. Mon petit appartement était un havre de silence et de tranquillité. Pas de reproches, pas de jugement, pas d'exigence. Le lendemain, Aurélie a laissé un message vocal. Maman n'arrête pas de pleurer depuis hier soir. Tu te rends compte au moins de l'importance de cette journée ? Mon copain rencontrait enfin la famille, et tout a été ruiné. Tu es tellement égoïste. J'ai écouté l'intégralité du message, puis j'ai éteint mon téléphone. Pendant des années, je n'avais pas été assez égoïste. L'heure du changement avait sonné. J'ai ouvert ma boîte de réception professionnelle et ai parcouru le rapport des opérations du week-end. Une ligne d'objets a capté mon attention. Mutation du personnel du New Jersey vers Montréal, en attente d'approbation. J'ai ouvert le fichier joint, et parcouru la liste des noms, et mon sang s'est glacé. Antoine Leclerc. Ce nom résonnait étrangement. Je me suis souvenu que, 3 jours auparavant, ma mère l'avait mentionné. Le fiancé d'Aurélie, Antoine, travaillait pour une grande entreprise. J'ai plissé les yeux sur le document. Poste actuel, directeur financier, succursale du New Jersey, mutation au siège de Montréal. Approbateur, Camille Dubois, cofondatrice. Un petit rire, nerveux, m'a échappé. Le monde était décidément plus petit que je ne l'imaginais. Et j'ai senti que ce qui se tramait ne faisait que commencer. Je suis restée immobile devant mon écran, la main posée sur la souris, une étrange vacuité dans la poitrine, comme si on m'avait arraché un fragment de moi auquel je m'étais accrochée bien trop longtemps. Près de 160 000 $. Chaque centime déboursé par mois après mois, sans le moindre rappel, sans le moindre délai. Et pourtant, jamais un simple merci n'avait franchi leurs lèvres. Jamais. J'ai fait défiler la liste des paiements, les mêmes lignes se répétant inlassablement. 1924 $ et 80 cents électricité, 136 $ et 72 cents eau, 248 $ et 50 cents internet et câble. Mois après mois, tel un comptable familial bénévole, invisible, ignoré, oublié. Je me suis remémoré le dernier appel de maman, il y a environ 1 an, son appel en pleine nuit juste pour me dire
Camille, la canalisation de la salle de bain a cédé. Tu peux appeler quelqu'un? Aurélie est en vacances avec son copain. Tu es la seule qui reste. Tu es la seule qui reste. Une phrase anodine en apparence, mais qui recelait une vérité amère. Je n'étais pas aimée comme une fille. J'étais juste la solution de dernier recours lorsque ceux qui comptaient vraiment étaient absents. Et maintenant, se faire interdire de rentrer parce que ma présence risquait de ternir leur image. La lumière s'est enfin faite. Toutes ces années, rien de ce que j'avais fait n'avait jamais été accueilli avec affection. On ne se souvenait de moi que lorsqu'une facture devait être réglée ou un problème résolu. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, il n'y avait personne. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de maman. Camille, je sais que l'ambiance était un peu tendue hier, mais si tu pouvais t'occuper de la facture d'Internet, ce serait vraiment gentil. Aurélie essaie de calmer les invités. J'ai fixé le message comme s'il provenait d'une parfaite inconnue. Aucune excuse, aucune mention du rejet blessant de papa. Juste une autre exigence, comme d'habitude. J'ai reposé le téléphone sans répondre. Je suis sortie sur la véranda et me suis assise dans le fauteuil en bois sous le soleil d'avril déclinant. Montréal n'était pas encore chaude, mais l'air frais m'a curieusement éclairci les idées. J'ai commencé à penser à Antoine, le nouveau fiancé d'Aurélie et désormais mon nouvel employé. L'ironie de la situation était palpable. Ma famille m'avait exclu de l'anniversaire de maman à cause de lui, et il allait devoir me rendre des comptes directement. Si la vie était une comédie, ce serait le gag de l'année. Je suis retournée à mon bureau et ai ouvert le courriel. L'objet hurlait presque. Confirmation de nouvelle embauche. Mutation d'Antoine Leclerc au bureau de Montréal. J'ai cliqué sur son profil. Tout concordait. Âge, expérience, diplôme, un curriculum vitae impeccable, exactement le genre d'Aurélie. Éduqué, établi, charmant, sur le papier. J'ai jeté un coup d'œil à la photo jointe. Un déclic s'est produit. Puis je me suis souvenu de notre brève rencontre lors d'une conférence il y a environ 6 mois. Il m'avait serré la main et m'avait poliment appelée cofondatrice du bois, mais aucun de nous n'avait fait le rapprochement. Ou plutôt, l'existence d'Aurélie m'était si indifférente que je n'avais jamais pris la peine de mémoriser le visage de l'homme à ses côtés. Maintenant, j'avais le choix, approuver la mutation ou la bloquer. Mais je savais que je n'avais rien à faire. La vie avait déjà écrit le scénario parfait. Il me suffisait d'attendre et de voir la réaction d'Aurélie lorsqu'elle découvrirait que son fiancé était sous la supervision de la sœur qui embarrassait toute la maudite famille. Le lendemain, Antoine s'est présenté au bureau. Il est entré dans mon bureau, un dossier à la main, l'air légèrement crispé. Lorsque j'ai levé les yeux, les siens se sont fixés sur moi, puis se sont écarquillés de surprise. « Camille » a-t-il murmuré, presque inaudiblement. Je lui ai esquissé un léger sourire, d'un calme et d'une assurance fin. Bienvenue chez Pacifique Génomique. Je vais examiner l'ensemble du plan financier de ce trimestre. Je suis impatiente de travailler avec vous, Antoine. Antoine a figé sur place. Son visage a viré au rouge, puis a pâli. Personne dans ma famille n'avait la moindre idée que j'avais cofondé cette entreprise. Il m'avait toujours imaginé comme une simple employée de bureau subalterne. Je n'ai pas ajouté un mot, me contentant de faire glisser le contrat vers lui. Antoine l'a saisi et a quitté la pièce en silence. Je me suis adossée à ma chaise. Je n'étais ni heureuse ni triste. J'avais juste l'impression que les rôles s'étaient enfin inversés. Et cette fois, je n'avais pas eu besoin de prononcer une seule parole. La vérité avait parlé d'elle-même. Le matin de l'anniversaire de maman, le ciel de Montréal était d'un gris inhabituel. Un brouillard épais flottait dans l'air, rendant tout flou, comme si le monde lui-même se préparait à une sorte de cataclysme. Je me suis versé un café noir corsé, me suis assise près de la fenêtre et ai contemplé la cour vide. Je n'avais aucune intention de faire quoi que ce soit. Pas de texto, pas d'appel, pas de message d'anniversaire. Je voulais juste que les choses se déroulent exactement comme elles devaient se dérouler, sans mon intervention. À 9 heures du matin, mon téléphone a vibré. Premier message de maman. « Camille, chérie, je crois qu'il n'y a plus de courant. Tu peux vérifier pour nous ? C'est une journée très importante. » J'ai posé le téléphone face contre la table. Le même ton doux et affectueux, comme si rien ne s'était passé. Comme si mon propre père ne m'avait pas traité de gêne et ne m'avait pas demandé de ne même pas me montrer. Un quart d'heure plus tard, un deuxième message. Cette fois de papa. Toujours pas de courant. Plus d'eau non plus. Y a-t-il un problème avec les paiements ? Appelle le fournisseur tout de suite. Court, froid, sans la moindre once d'inquiétude pour moi, sans aucune mention de mon exclusion, juste un ordre, comme si j'étais toujours leur maudite coordinatrice logistique. J'ai soupiré. Pendant 2 ans, je n'avais manqué aucun paiement électricité, eau,
Internet, câble. Je les avais tous annulés, un par un, la nuit où mon père avait raccroché et coupé tous les liens parce que j'étais trop difficile à présenter. Et maintenant, le jour même où Aurélie devait exhiber son fiancé à la famille, la maison était un désastre total. Pas d'électricité, pas d'eau, pas d'internet. Exactement comme je l'avais prédit. À 11 heures du matin, les messages affluaient. Maman. Camille, s'il te plaît, je t'en supplie. Les invités arrivent. Tu peux juste nous aider cette fois? Papa. Plus d'électricité. On ne peut pas cuisiner. Où diable es-tu? Occupe-toi de ça maintenant. Aurélie. Sérieusement, Camille, aujourd'hui est spécial. Maman est sur le point de craquer. Il n'y a pas d'internet. Je ne peux appeler personne. Je deviens folle ici. Tu peux arrêter d'être aussi égoïste? Je me suis adossée. Mon café était froid. Les messages ne me procuraient aucune satisfaction. Je ne ressentais rien d'autre qu'un vide tranquille et inébranlable. Puis le téléphone a vibré à nouveau. Un appel vidéo de tante Sylvie, la seule personne de la famille qui m'envoyait encore des vœux pour les fêtes, même si je répondais rarement. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Sa vieille cuisine est apparue à l'écran, éclairée seulement par la lumière du téléphone. Elle avait l'air épuisée, les yeux un peu rouges. Camille, a-t-elle dit doucement. Ta mère est en panique. La maison est dans le noir. Tout le monde court dans tous les sens comme des poulets sans tête, et personne ne sait quoi faire. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardée. Elle a fait une pause, puis a ajouté, sans accusation, sans défense. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as jamais manqué l'anniversaire de maman. Je sais que tu as tes raisons, mais dis quelque chose. J'ai pris une profonde inspiration, gardant ma voix stable. Papa m'a dit que je faisais mauvaise figure à la famille. Il m'a dit que si j'insistais pour venir, je ne devrais plus jamais l'appeler mon père. Qu'est-ce que tu crois que je devrais faire après ça? Tante Sylvie a figé. Toute son expression a changé en une fraction de seconde. En arrière-plan, j'ai entendu un brouhaha. Ma mère disant d'une voix forte, « Elle fait sûrement une crise. Personne ne pourrait être aussi froide. » Puis une voix plus aiguë, « Claire, Antoine arrive bientôt. Est-ce que quelqu'un a appelé la compagnie d'électricité? Je n'arrive pas à croire qu'elle nous fasse ça aujourd'hui. » J'ai esquissé un sourire faible et sans joie. Tante Sylvie avait entendu chaque mot. Elle n'a défendu personne, n'a rien dit, et puis, soudainement, l'écran a changé. Un nouveau visage est apparu, Antoine, le même costume impeccable, le même air soigné que sur son CV. Il a regardé l'écran et a lâché, presque sans réfléchir. « Nicole ?» Tout le monde s'est tu. « Vous êtes Nicole Dubois, celle qui dirige Pacifique Génomique ?» J'ai hoché la tête, fixant son regard. Un long silence. Puis Antoine s'est tourné vers toutes les personnes présentes dans la pièce. C'est ma patronne directe, et celle qui a approuvé ma mutation à Montréal. Silence de mort. La mâchoire d'Aurélie s'est décrochée. Mes parents ont figé sur place. Personne n'a dit un mot. J'ai répondu calmement. J'espère que votre grande présentation se déroulera sans accroc aujourd'hui. Puis j'ai mis fin à l'appel. Après l'appel, j'ai reposé mon téléphone, sans dire un mot. Dehors, la faible lumière de l'après-midi peinait à percer les épais nuages gris. Tout autour de moi était si calme que cela semblait irréel. Pas de voix, pas d'autres textos, pas d'appel, juste moi et cette étrange sensation de légèreté, comme si un poids invisible s'était enfin envolé. Après une vérité révélée, non pas par moi, mais par eux après l'appel, j'ai reposé mon téléphone, sans un mot. Dehors, la faible lumière de l'après-midi peinait à percer l'épais voile gris des nuages. Tout autour de moi régnait un silence si profond qu'il en devenait presque irréel. Pas de voix, pas d'autres textos, pas d'appel, juste moi, et cette étrange sensation de légèreté, comme si un poids invisible s'était enfin volatilisé. Une vérité avait éclaté, non par ma volonté, mais par leur propre maladresse. Je n'avais plus besoin de démasquer qui que ce soit. Mon silence suffisait, laissant les événements se dérouler selon leur propre logique implacable. Antoine avait confirmé, sans embâge. J'étais sa supérieure, la cofondatrice de Pacifique Génomique, cette entreprise qu'ils avaient reléguée au rang d'un obscur emploi de bureau. À cet instant précis, la cuisine familiale était devenue une scène de théâtre où les masques tombaient, un à un, sans que personne ne puisse arrêter la tragédie en cours. Et Aurélie, ma sœur, celle qui avait murmuré à maman que Camille devrait trouver un travail plus simple à expliquer, se tenait désormais figée près d'un gâteau d'anniversaire dont les bougies n'étaient même pas allumées. Elle avait tant peiné à impressionner son fiancé avec des compliments vides et l'image d'une famille parfaite. Mais au final, c'était ce même fiancé qui m'avait appelée « patronne » devant tout le monde. Je visualisais la scène dans ma tête avec une clarté troublante. Maman,
si décontenancée qu'elle avait failli laisser tomber le gâteau. Papa, le visage rouge, agrippé au bord de la table. Et les autres, ceux qui ne se manifestaient que pour les repas gratuits et les commérages, assis dans un silence stupéfait, leurs regards fuyants, tentant de déchiffrer le cataclysme qui venait de se produire. Et tante Sylvie, l'appel toujours en cours, son regard n'étant plus seulement curieux, mais teinté d'un respect inattendu. Elle n'avait pas dit grand-chose, juste un petit signe de tête avant de raccrocher. Ce soir-là, j'ai reçu le premier texto d'Aurélie. Long, confus, un véritable naufrage de colère et de désespoir. Tu savais tout depuis le début, n'est-ce pas? Tu as laissé faire, en plein milieu de la fête. Maman n'arrête pas de pleurer. Antoine ne sait même plus comment réagir. Tu ne trouves pas ça cruel, Camille? J'ai regardé le message apparaître sur mon écran, mais je n'ai pas pris la peine de l'ouvrir immédiatement. J'ai préparé une infusion au gingembre et me suis effondrée sur le canapé, laissant la vapeur chaude dénouer la tension dans ma gorge. Je ne ressentais pas de joie, mais pas de culpabilité non plus. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai finalement appuyé sur « Répondre ». Quelques lignes suffiraient. Inutile d'en faire plus. Tu parles de cruauté? J'étais juste chez moi. Je n'ai pas initié l'appel vidéo. Je ne me suis pas autoproclamée sa patronne. Je n'ai rien fait. Et si une simple vérité a suffi à gâcher toute la fête, peut-être que cette fête n'a jamais reposé sur des bases très solides. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Je n'attendais même pas de réponse. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était maman. Le texto était court. Je ne m'attendais pas à ce que tu choisisses cette façon de te venger de la famille. J'ai fermé les yeux et me suis appuyée en arrière sur ma chaise. Me venger? C'est ainsi qu'il percevait la situation? Je me souvenais juste d'avoir été exclue d'un événement familial, mon rôle de fille minimisé parce que mon travail n'était pas assez impressionnant. Je me souvenais d'avoir discrètement réglé une montagne de factures pendant plus de 2 ans sans le moindre signe de reconnaissance. Je me souvenais d'avoir tellement lutté pour être acceptée, pour être aimée. Et maintenant, j'en avais fini de lutter. Vers 22h, j'ai reçu un courriel d'Antoine. Camille, je suis désolée. Je ne savais pas avant hier. J'ai beaucoup de respect pour votre travail et pour la façon dont vous vous êtes comporté. Je n'ai jamais eu autant honte, mais pas à cause de vous. J'ai lu son message, puis j'ai répondu lentement. Antoine, vous n'avez pas à vous excuser. Chacun est responsable de la façon dont il choisit de percevoir les autres. Et ne vous inquiétez pas, je ne mélange jamais les affaires de famille et le travail, mais j'espère que vous comprenez maintenant. Parfois, le silence est la plus grande des forces. J'ai cliqué sur « Envoyer », éteint mon écran et posé mon téléphone face contre la table. Le lendemain, j'irai au bureau comme d'habitude. Il y aurait des rapports à examiner, des réunions à préparer, et le monde continuerait de tourner. Seulement, il y aurait une différence. À partir d'aujourd'hui, ceux qui m'avaient autrefois ignoré savaient enfin qui j'étais. Et sans un seul cri, sans la moindre accusation, je les avais réduits au silence. Le lendemain matin, en entrant dans mon bureau, la lumière du soleil filtrait à travers les panneaux de verre, projetant une douce lueur dorée sur la pièce. L'air était calme et immobile, comme si l'univers m'accordait quelques minutes de répit avant le tumulte de la journée. Je me suis assise à mon bureau, et allumé mon ordinateur et ai ouvert ma boîte de réception, comme toujours. Dans la boîte prioritaire, un message non lu. Expéditeur, Antoine Leclerc. Objet, excuses et départ. Nicole, je ne sais même pas par où commencer, mais après hier soir, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai beaucoup réfléchi, et ce qui s'est passé n'aurait probablement pas dû se dérouler devant autant de monde. Mais en même temps, j'ai une clarté étrange, surtout en ce qui vous concerne. Je n'ai pas honte que vous soyez la sœur d'Aurélie. J'ai honte de ne pas avoir vu ses vraies couleurs plus tôt. Je ne peux pas rester dans une relation où le respect élémentaire n'existe pas. À compter d'aujourd'hui, je mets fin à ma relation avec Aurélie. Merci pour votre silence hier. Et merci pour votre façon de diriger. Discrète, mais forte et juste. Antoine. J'ai lu son message 2 fois, puis me suis adossée à ma chaise. Je n'étais pas heureuse qu'Aurélie se soit fait larguer. Je ressentais juste, quelque chose de juste. Comme si, pour la première fois, quelqu'un de l'extérieur voyait enfin ce que j'endurais depuis des années. Ces choses pour lesquelles on m'a toujours dit que j'étais trop sensible ou trop froide pour garder le silence. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas besoin. Mais environ 2 heures plus tard, alors que je vérifiais le bilan financier de l'équipe des finances, mon téléphone a vibré. Un texto d'Aurélie. Camille, je sais que tu es débordée, mais s'il te plaît, tu peux parler à Antoine pour moi? Il comprend tout de travers. J'ai regardé le message, calme et impassible. Je n'ai pas répondu immédiatement. Moins de 5 minutes plus tard,
Un autre est arrivé. Tu es sa patronne. Tu as de l'influence. Si tu dis quelque chose, il va reconsidérer. Je me suis levée et me suis approchée de la fenêtre, fixant la rue animée en contrebas. Toutes ces maudites années, j'avais espéré ne serait-ce qu'un seul texto d'Aurélie, pour prendre de mes nouvelles quand j'allais mal, un seul mot d'encouragement quand je faisais une erreur. Mais rien. Et maintenant que sa relation s'effondrait, la personne vers qui elle se tournait, c'était moi. Non pas pour s'excuser, mais pour que je répare ses conneries. Je suis retournée à mon bureau et j'ai tapé. Antoine n'est pas parti à cause de ce que j'ai dit. Il est parti à cause de qui tu es. Et peut-être que, pour la première fois, il l'a vraiment vu. Aurélie n'a pas répondu tout de suite. Mais environ 1 heure plus tard, un nouveau message est apparu. Tu as raison. Mais je ne veux vraiment pas le perdre. Je vais changer cette fois. S'il te plaît, juste cette fois. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais largement dépassé le point où les explications étaient nécessaires. En quittant le bureau ce soir-là, la brise du début du printemps était encore fraîche, mais le coucher de soleil peignait une lueur orange profonde sur les toits. J'ai marché lentement vers le parking, sans me presser, sans la moindre inquiétude. Peut-être, pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Je n'avais pas cherché la vengeance. J'avais juste vécu ma vérité et laissé le reste se dérouler. Aurélie avait elle-même provoqué ce désordre. Et Antoine, autrefois aveuglé par la façade trompeuse d'une famille parfaite, avait enfin aperçu les fissures profondes sous celles où j'avais vécu la majeure partie de ma vie. Ce soir-là, j'ai lancé une vieille playlist, le genre de musique qui me rendait invisible pendant mes débuts dans la start-up. Mais ce soir, la mélodie sonnait comme un discret « putain oui ». J'étais sortie de l'ombre. Non pas en criant, mais en tenant bon. Et c'est ce qu'Aurélie, ou n'importe qui d'autre dans ma famille, n'avait jamais vu venir. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais juste besoin d'être moi-même et de vivre la vie que je méritais réellement. Environ 1 semaine après que les choses se soient calmées, un rare dimanche après-midi où j'avais décidé de donner une pause à mon ordinateur portable, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, et j'ai failli ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à jeter un coup d'œil par le Judas. Mes parents se tenaient juste devant ma porte. J'ai figé quelques secondes, laissant mon cerveau assimiler ce que je voyais. Maman tenait un petit sac, l'air épuisé. Papa avait les bras croisés, le regard toujours un peu dur, mais moins acéré que lors de notre dernier appel téléphonique. J'ai ouvert la porte, sans prononcer un mot. « Chérie », a commencé maman, la voix rauque, comme si elle venait de prendre un vol de nuit. « On peut entrer discuter un peu ?» Je me suis silencieusement écartée pour les laisser entrer. Pas de câlin, pas de « ça fait plaisir de vous voir », juste un silence pesant qui flottait dans l'air depuis le couloir jusqu'au salon. J'ai versé de l'eau, et posé 2 verres et me suis assise en face d'eux. Maman a jeté un coup d'œil autour de mon appartement, simple, propre, et totalement dépourvu de toute trace de visite parentale. Papa a pris la parole le premier. À propos de l'anniversaire de ta mère. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je suis restée silencieuse. Il m'a regardée, puis a continué, plus lentement cette fois. Peut-être qu'on a été un peu dur avec toi. Aurélie est un désastre depuis sa rupture, et ta mère n'arrête pas de pleurer, alors on voulait s'asseoir et parler, comme une famille. Je n'ai toujours rien dit, me contentant d'un minuscule hochement de tête. J'attendais de voir où il voulait en venir. J'étais habituée aux longs préambules avant qu'il n'arrive à ce qui les amenait réellement. Comme je m'y attendais, maman a enchaîné immédiatement. Eh bien, on a en fait une proposition. Elle a hésité, puis a posé le sac sur la table et en a sorti une feuille imprimée. On y a bien réfléchi. Tu te débrouilles très bien maintenant. Ton travail est formidable. Si tu pouvais nous aider avec une contribution mensuelle d'environ $2000, ce serait super. Juste assez pour couvrir les frais de subsistance, l'assurance, et peut-être un petit quelque chose pour la retraite. Je l'ai regardé. $2000 par mois ? Papa a renchéri, comme s'il craignait que je ne comprenne pas. Ce n'est pas une somme énorme pour quelqu'un à ton poste. On est une famille, Camille. Je me suis redressée, gardant ma voix stable. Et Aurélie ? Maman a hésité. Elle ne va pas très bien après sa rupture. Elle est déprimée. Le travail ne se passe pas bien. On ne peut pas lui mettre la pression. J'ai laissé échapper un rire sec, non pas par amertume, mais parce que tout cela était si terriblement familier. Aurélie était toujours celle à qui on ne pouvait pas mettre la pression, et j'étais toujours celle qui pouvait tout supporter. Je les ai regardés droit dans les yeux. Si Aurélie accepte de participer à sa part, $1000 par mois, je suis d'accord. Sinon, non. Et je veux un contrat. Un contrat solide, qui stipule clairement. À votre décès à tous les deux, tous les biens, y compris la maison, me reviendront.
Le silence a empli la pièce. Les sourcils de papa se sont froncés, son visage a viré au rouge. Tu poses sérieusement des conditions à tes propres parents ? Je n'ai pas cligné des yeux. Pas des conditions, des principes. J'ai déjà dépensé près de 160 000 $ pour cette famille en 2 ans sans que personne ne le reconnaisse. Si vous voulez que je continue à aider, alors les choses doivent être claires comme de l'eau de roche. Maman s'est tournée vers papa, sa voix commençant à trembler. Peut-être qu'on devrait en discuter. Mais il a bondi de son siège, claquant sa main sur la table en bois, faisant teinter les verres. On l'a élevée pendant plus de 20 putains d'années, et maintenant, quand on lui demande un peu d'aide, elle exige un contrat ? Incroyable. Je suis restée assise, les yeux fixés sur lui. Papa, je ne vous dois rien. Si vous pensez que m'élever était une sorte d'investissement qui nécessite un retour, on peut calculer ça ligne par ligne, mais je ne paierai plus ça avec mon silence. Il a semblé vouloir argumenter, mais il a figé, les lèvres serrées. Maman s'est levée et lui a doucement tiré le bras. On y va. Je me suis levée aussi, les conduisant à la porte. Pas de câlin, pas d'au revoir. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux, il ne restait plus que la douce brise entrant du balcon. Dans ce silence, j'ai su qu'un autre chapitre s'était achevé. Et cette fois, c'était moi qui avais écrit la dernière page. Après ce jour, mes parents n'ont plus jamais repris contact. Pas d'appel, pas de texto, pas d'accusation, pas même un désolé pour l'éclat de colère qui avait frappé mon appartement comme un ouragan. Comme si chaque déception de leur vie était de ma faute, de leur fille difficile. Mais je n'étais pas surprise. Je m'étais habituée à ce genre de silence, celui qui ne venait pas de la honte ou du regret, mais simplement de personnes qui ne savent pas comment parler quand elles ne sont plus aux commandes. J'ai continué à vivre ma vie. Des matins tranquilles avec mon café, des réunions intenses qui s'étiraient tard dans la soirée, la signature d'accords avec des partenaires qui avaient autrefois douté qu'une jeune femme puisse diriger une entreprise de biotechnologie. Et à travers tout cela, j'ai cessé de me sentir coupable. J'ai arrêté de penser que j'avais tort de dire non à être le portefeuille de secours, la personne responsable par défaut, juste parce que je pouvais le gérer. Parce qu'en fin de compte, il faut comprendre que l'amour ne se mesure pas en paiement mensuel, et qu'il ne peut pas être forcé par le devoir. Si l'affection n'existe qu'aussi longtemps que les factures sont payées, alors ce n'est pas une famille. C'est une transaction. J'ai commencé à couper les liens invisibles qui m'attachaient au rôle qu'il m'avait assigné. Je n'ai plus utilisé de photos de famille comme fond d'écran de mon téléphone. Je n'ai pas retenu l'anniversaire d'Aurélie. Je n'ai pas marqué les fêtes pour envoyer un petit quelque chose. Je n'ai plus survolé les textos culpabilisants. J'ai appris à mettre un point.